J'ai grandi dans un petit quartier ouvrier très soudé, le genre d'endroit où les rêves ressemblaient souvent plus à des mirages lointains et inaccessibles qu'à des objectifs concrets. Mes parents étaient des travailleurs acharnés, ni riches ni influents, qui consacraient toute leur énergie à subvenir aux besoins essentiels. Chaque repas sur la table témoignait de leur persévérance, et je ne les ai jamais entendus se plaindre, même dans les moments difficiles. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que si je voulais quelque chose au-delà du nécessaire, je devais le gagner de mes propres mains. Même dans ce cadre modeste, j'ai découvert très tôt que j'avais un don pour les études. Apprendre était naturel pour moi et j'adorais ça. Mes professeurs me félicitaient souvent, me qualifiant de brillant ou d'anormal, et leurs encouragements ont semé une graine d'espoir au plus profond de moi. Ils m'ont ouvert les yeux sur la possibilité que la vie puisse être plus qu'une simple survie, que j'avais peut-être le potentiel de me frayer un chemin différent. Cette conviction est devenue mon guide, une chose à laquelle je me suis accroché lorsque tout semblait incertain. Je me suis investi dans mes études, passant d'innombrables heures à lire, à résoudre des problèmes et à saisir des opportunités qui semblaient inaccessibles à la plupart des enfants de mon quartier. Je savais que l'éducation était ma porte de sortie et j'étais déterminé à la concrétiser. Grâce à des efforts acharnés, une concentration inébranlable et peut-être un peu de chance, j'ai obtenu une bourse complète pour le MIT. Cette bourse a tout simplement changé ma vie. J'avais l'impression d'entrer dans un monde entièrement nouveau, un monde rempli de possibilités dont je n'avais osé que rêver. Au MIT, je me suis épanoui, me poussant à bout sur le plan académique et me découvrant de nouvelles passions et de nouveaux talents dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Mais je ne me suis pas arrêté là. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai visé encore plus haut et j'ai suivi un diplôme de commerce à Harvard. J'avais alors appris la valeur de la résilience et du travail acharné. Chaque séance d'études nocturnes, chaque défi relevé, me rapprochait d'une vie qui défiait les attentes de mon milieu d'origine. J'étais déterminé à briser les limites imposées par les circonstances et à créer un avenir qui non seulement honorerait mes racines, mais les transcenderait complètement. Ce parcours, qui a débuté dans un quartier où les rêves s'estompaient souvent, pour ensuite arpenter les couloirs de certaines des institutions les plus prestigieuses du monde, n'a pas été facile. Mais il m'a appris une leçon précieuse, avec suffisamment de détermination, même les rêves les plus lointains peuvent devenir réalité. Et me voici maintenant, riche au-delà de mes rêves les plus fous. Incroyablement riche, en fait. Le genre de richesse qui aurait semblé pure fantaisie à l'enfant que j'étais, grandissant dans un quartier ouvrier modeste. Mais voilà le hic, rien de tout cela n'est venu des plans que j'ai laborieusement élaborés ni du travail acharné que j'ai consacré à ma carrière. Non, tout cela est dû à mon ex-femme, Linda. L'histoire commence il y a quelques années, juste après avoir obtenu mon diplôme de commerce à Harvard. J'étais débordant d'ambition, prêt à conquérir le monde, lorsque j'ai décroché un emploi dans une prestigieuse entreprise de Phoenix. L'entreprise appartenait à nul autre que Kenneth Johnson, une légende du secteur et millionnaire autodidacte. Cet homme était plus grand que nature, reflétant l'autorité et le succès partout où il allait. Travailler pour quelqu'un comme Kenneth n'était pas seulement un emploi. C'était l'occasion d'apprendre des meilleurs. Je l'admirais profondément, mais je savais aussi que gagner son respect ne serait pas chose facile. Déterminé à faire mes preuves, je suis devenu le genre d'employé dont rêvent les patrons. J'arrivais avant le lever du soleil, je restais longtemps après le départ de tous et je traitais chaque tâche comme si elle allait définir ma carrière. Lentement mais sûrement, j'ai gravi les échelons, poussé par la soif de réussite. C'est alors qu'est entrée en scène Linda, la fille de Kenneth. La première fois que je l'ai vue, j'ai eu l'impression que le monde avait basculé. Elle était magnifique, le genre de femme qui pouvait faire taire une pièce d'un seul coup. Sa beauté était magnétique, sa silhouette impossible à ignorer et son sourire absolument éblouissant. Elle avait ce charisme naturel qui attirait les gens vers elle comme des papillons vers une flamme. Pour quelqu'un qui avait passé la majeure partie de sa vie le nez plongé dans les livres, une personne comme Linda dépassait tout ce que j'avais pu rencontrer. J'étais un air classique, concentré sur mon travail, animé par l'ambition et inconscient de tout ce qui n'était pas la quête du succès. Mais Linda, elle a éveillé en moi quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je ne la voulais pas seulement, j'avais envie d'elle. Pour la première fois de ma vie, mes désirs se sont éloignés du chemin que j'avais toujours suivi. Je la désirais de toutes les manières. Elle était enivrante, et je ne pouvais pas résister. Linda n'était pas qu'une belle distraction, elle est devenue une obsession. J'étais loin de me douter, cependant, que ce désir me mènerait sur un chemin que j'aurais pu prévoir, un chemin qui changerait tout. Conquérir Linda et gagner le respect de Kenneth Johnson n'était pas une mince affaire.
Il a fallu de la stratégie, des efforts et un peu de chance. Mais je n'étais pas du genre à reculer devant un défi, surtout un aussi important. Linda était le genre de femme qui avait baigné dans la richesse et les privilèges toute sa vie. L'argent et le succès ne l'impressionnaient pas facilement, car pour elle, c'était une évidence. Ce qu'elle remarquait, en revanche, c'était le souci du détail. Elle appréciait les hommes raffinés, sûrs d'eux et attentionnés, sans être autoritaire. Je me suis donc donné pour mission d'incarner tout cela. Lors de ma première rencontre, je n'ai pas été trop insistant. Je me suis plutôt attaché à engager des conversations constructives, en manifestant un intérêt sincère pour sa vie, ses objectifs et ses passions. Linda était étonnamment terre à accent grave terre pour quelqu'un d'aussi éblouissant, et elle appréciait cela. J'écoutais plus que je ne parlais. Je me souvenais des petits détails, son vin préféré, le livre qu'elle aimait, et même la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de son rêve d'ouvrir une galerie d'art. Je n'étais pas un simple homme cherchant à l'impressionner. Je lui donnais le sentiment d'être vu. Bien sûr, tout n'était pas que charme et subtilité. Je savais aussi jouer le rôle d'un gentleman. J'avais prévu des rendez-vous attentionnés plutôt qu'extravagants, un dîner tranquille dans un charmant restaurant discret, des billets pour une exposition d'art exclusive qu'elle avait mentionnée en passant. Je la traitais avec respect et attention, toujours en équilibre entre confiance et humilité. Linda appréciait que je ne cherche pas seulement à la conquérir par de grands gestes, mais que j'apprécie sincèrement passer du temps avec elle. Gagner la confiance de Kenneth Johnson était un tout autre défi. Cet homme était un titan, un millionnaire autodidacte qui avait bâti son empire à partir de rien. Il était farouchement protecteur envers sa fille et n'avait aucune patience pour les hommes manquant de substance ou de dynamisme pour l'impressionner. Je savais que je ne pouvais pas compter uniquement sur mon charme. Au bureau, je travaillais plus dur que quiconque. Je me portais volontaire pour des projets difficiles, je respectais des délais impossibles et j'apportais des idées innovantes. Kenneth l'a remarqué lorsque j'ai transformé un compte en difficulté en l'une des transactions les plus rentables du cabinet, méritant les félicitations de l'équipe et des clients. Je me suis assuré que mon éthique de travail parlait d'elle-même, lui montrant que je n'étais pas un jeune homme ambitieux comme les autres, cherchant un raccourci vers le succès. Je prenais ma carrière au sérieux. En dehors du bureau, je respectais son temps et sa sagesse. Kenneth adorait parler de son parcours, de la façon dont il avait bâti son entreprise. Je mettais un point d'honneur à l'écouter. Je posais des questions pertinentes, manifestant un intérêt sincère pour ses expériences et ses valeurs. Notre respect commun pour le travail acharné nous a rapprochés. Au fil du temps, j'ai constaté qu'il me considérait désormais comme plus qu'un simple employé. Concernant Linda, j'ai fait le maximum pour lui assurer que mes intentions étaient honorables. J'ai été franc sur mes sentiments pour elle, lui faisant clairement comprendre que je la respectais et que j'étais déterminé à construire une vie avec elle. Je savais qu'il valorisait l'intégrité par-dessus tout, alors je me suis assuré que mes actions reflétaient la confiance qu'il m'avait accordée. Lorsque Linda et moi nous sommes fiancés, j'avais gagné l'approbation de Kenneth. Ce n'était pas le genre d'homme à faire des compliments facilement, mais un jour, il m'a pris à part et m'a dit, « Tu es le genre d'homme à qui je peux confier ma fille. Ne me laisse pas tomber. » C'était une simple déclaration, mais venant de lui, c'était un honneur inestimable. À ce moment-là, je pensais avoir tout pour moi, une belle fiancée, le respect d'un homme puissant et une carrière qui ne faisait que commencer. La vie semblait enfin se mettre en place presque trop belle pour être vraie. Et, comme je l'apprendrai plus tard, c'était peut-être le cas. Le mariage fut grandiose, imprégné de l'opulence à laquelle la famille de Linda était habituée. Il se déroula dans un lieu exclusif, avec des lustres en cristal, un dîner gastronomique et un orchestre qui joua toute la soirée. Les parents de Linda n'avaient pas lésiné sur les moyens pour que la journée soit parfaite, et je ne pus m'empêcher de m'émerveiller du chemin parcouru. Ma liste d'invités, en revanche, était un peu différente. Tandis que le côté de Linda était rempli du gratin de la société, mondain, magnat des affaires et personnalités influentes, j'avais invité quelques collègues de travail. Ce n'était pas le genre de personnes que la famille de Linda fréquentait habituellement. C'étaient des travailleurs, des gens simples, qui détonnaient peut-être un peu au milieu de toute cette extravagance. Mais c'étaient mes proches et je les voulais présents. Pour la famille de Linda, c'étaient des amis, mais pour moi, ils représentaient la vie dont j'avais tant travaillé pour m'élever, et leur présence était un véritable ancrage. La cérémonie en elle-même était magnifique, mais à mesure que la journée avançait, je ne pouvais m'empêcher d'anticiper la suite. Linda et moi étions ensemble depuis des mois,
et même si notre relation physique était loin d'être nouvelle, l'idée de consommer notre mariage avait quelque chose de différent, de spécial. Plus tard dans la soirée, nous sommes retournés à l'appartement de Linda. Il était élégant et moderne, avec une vue imprenable sur la ville, reflet de la vie qu'elle avait toujours connue. En entrant, l'atmosphère changea. Les rires et le bruit de la réception laissèrent place aux doux murmures de l'intimité. Linda était radieuse comme toujours, encore rayonnante des événements de la journée. Nous nous servimes quelques coupes de champagne, trinquant à notre avenir, et la conversation laissa bientôt place à autre chose. La tension monta rapidement, comme souvent entre nous ces 5 derniers mois. Nous avions partagé bien plus que de simples moments comme celui-ci, mais j'avais perdu le compte du nombre de fois où la passion nous avait réunis. Et pourtant, debout là, avec ma nouvelle épouse, une intensité nouvelle flottait dans l'air, un mélange de familiarité et d'excitation qui me donnait l'impression de franchir un nouveau seuil. J'étais prêt pour une nouvelle nuit inoubliable, la première d'une longue série de ce que je croyais être une vie d'amour et de rêves partagés. Ce que je n'avais pas réalisé à ce moment-là, c'est à quelle vitesse ce rêve allait s'effondrer. C'est alors que cela arriva. Soudain, Linda sortit une paire de menottes, une boule bâillonnée et des cordes. Pendant un instant, j'ai été pris au dépourvu, mais pas dans le mauvais sens du terme. Je me suis dit qu'elle essayait juste de pimenter les choses. Je n'étais pas exactement le garçon timide et inexpérimenté que j'aurais pu avoir à l'époque où j'étais un peu ringard à l'école. J'avais connu pas mal de moments d'aventure, et celui-ci semblait en faire partie. Alors j'ai joué le jeu, pensant que ce n'était qu'un retournement de situation pour couronner une journée inoubliable. Linda m'a menotté les poignets dans le dos, le métal froid s'est refermé, et j'ai ri sous cape derrière la boule bâillonnée. Elle m'a attaché la main dans la bouche. Elle a attaché mes chevilles au pied d'une chaise. Elle m'a traîné au centre de la pièce. Pendant tout ce temps, elle n'arrêtait pas de me taquiner, sa voix débordant de séduction. Je souriais comme un idiot, pensant que c'était un fantasme osé de cinéma devenu réalité. Mais soudain, quelque chose a changé. Son rire s'est estompé et les taquineries ont cessé. Cette étincelle enjouée dans ses yeux, celle dont j'étais tombée amoureuse, disparut, remplacée par quelque chose de plus froid, de calculateur indigne. Un frisson me parcourut l'échine et soudain, ce n'était plus un jeu. Elle recula, croisa les bras et me fixa avec une expression que je ne parvenais pas à définir. Ce n'était ni de la colère ni même de la méchanceté, c'était du pur détachement, comme si j'étais un objet parmi d'autres dans la pièce. J'essayais de marmonner quelque chose à travers le bâillon, mais elle leva un doigt, me réduisant au silence comme un enfant grondé. Puis elle prit son téléphone et parcourut nonchalamment ses contacts. « Soyons clairs, dit-elle d'une voix ferme, presque professionnelle, ce mariage, ce n'est pas ce que tu crois. Tu n'es pas le prince charmant que tu aimes à imaginer et je ne suis pas non plus la petite princesse naïve qui est tombée follement amoureuse de toi. Non, chérie, c'est une transaction, et ce soir, tu vas comprendre exactement ce que cela signifie. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et pas dans le bon sens. Ce n'était pas un jeu de rôle élaboré. C'était quelque chose de complètement différent, et je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Elle composa un numéro et attendit que le téléphone sonne. Je ne comprenais pas les mots, mais j'entendais une voix grave à l'autre bout du fil. Linda sourit, un sourire si froid qu'il aurait pu glacer l'air dans la pièce, puis dit, « Il est prêt, montez. » C'est là que la panique s'est vraiment installée. La nuit endiablée que j'avais imaginée commençait à ressembler au début d'un cauchemar. Une partie de moi voulait croire que tout cela n'était qu'une blague tordue, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Les instants qui suivirent me semblèrent une éternité, mon esprit s'emballant de questions et de peurs. Qui allait arriver? Que se passait-il? Et, surtout, avec quoi diable venais-je de me marier? J'étais assise là, ligotée et bâillonnée, tandis que les mots de Linda fendaient l'air comme une lame. Mon cœur, qui battait la chamade quelques instants plus tôt, battait maintenant fort dans ma poitrine, chaque battement me rappelant brutalement que j'étais totalement impuissant. Linda s'accroupit devant moi, le visage calme, le sourire doux, comme si elle ne m'avait pas lâché une bombe émotionnelle pour notre première nuit de mariage. Sa main écarta une mèche de cheveux de mon front. Un geste qui aurait dû être intime, mais qui me fit frissonner. « Écoute, mon amour, dit-elle d'un ton apaisant, presque maternel. Je t'aime de toute ma vie et je te garderai toujours dans mon cœur. Mais mon corps? » Elle marqua une pause, inclinant légèrement la tête, comme si elle cherchait les mots justes. « Mon corps a besoin de plus que ce que tu m'as donné. » Je me figeai.
le poids de sa déclaration s'abattit sur moi comme un épais brouillard. Mes tentatives étouffées de parler à travers le bâillon ne semblaient que l'amuser. Elle rit doucement, se leva et fit les 100 pas devant moi. Ne te méprends pas, elle continua, tu es merveilleux, intelligent, travailleur et tellement doué pour jouer le rôle du mari parfait. Ses yeux se posèrent à nouveau sur les miens et son sourire devint plus froid. Mais soyons honnêtes, tu n'es pas vraiment aventureux, et j'ai besoin d'aventure, chérie. Mon esprit tournait en essayant de traiter ces mots, de comprendre comment nous étions passés de la brume onirique du jour de notre mariage à ça. Ce devait être une blague de mauvais goût, une tentative bizarre de me tester ou de pimenter les choses, mais le sérieux de son ton ne laissait aucune place au doute. Linda se pencha plus près, sa voix se transformant en un murmure doux, presque séduisant. Puisque c'est notre première nuit en tant que mari et femme, je pense que c'est le moment idéal pour fixer les règles de ce mariage. Sa main se posa légèrement sur ma joue et je n'avais qu'une envie, m'éloigner, me libérer de la chaise et exiger des réponses. Mais je ne pouvais ni bouger, ni parler, ni rien faire d'autre qu'écouter. Je t'aimerai comme mon mari, dit-elle, son ton prenant une fausse tendresse. Mais en échange, j'ai besoin de variété au lit, de liberté et j'ai besoin que tu comprennes que cet arrangement est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Je secouai la tête furieusement, mes protestations étouffées devenant plus fortes. Elle soupira presque avec compassion, comme si elle expliquait quelque chose à une enfant têtue. Ne t'inquiète pas, dit-elle en me caressant le bras. Tu verras bien assez tôt. Ce soir, je veux te donner un aperçu de la vie que je veux, la vie que nous pouvons avoir, si tu acceptes de jouer le jeu. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et suffocants. Mon esprit cherchait des réponses, une issue, un indice sur ce qui allait suivre. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une aventure d'un soir. Linda posait les fondations d'une vie que je n'avais jamais acceptée, une vie dont je n'étais pas sûr de pouvoir survivre. Quelques minutes plus tard, la porte grinça et mon cœur se serra. 3 hommes entrèrent, l'air calme et posé, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mon estomac se noua, le poids de l'instant s'abattant sur moi comme un raz-de-marée. Linda se tourna vers moi. Son sourire radieux contrastait étrangement avec l'absurdité de la situation. Ses yeux pétillaient d'un mélange troublant d'excitation et de satisfaction. Elle fit un geste désinvolte vers les hommes, comme si elle présentait de vieux amis à un dîner. Ces 3-là, dit-elle d'une voix légère et bavarde, sont mes amants. Ils m'aiment, mais je n'aime que vous. Elle marqua une pause, son sourire s'élargit, je les utilise pour mon plaisir, alors il va falloir que vous vous habituiez à leur présence dans ma vie. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon regard allait de Linda aux hommes, cherchant un signe indiquant que tout cela n'était qu'une blague tordue, une farce poussée trop loin. Mais le sérieux de sa voix et l'assurance inébranlable de son attitude me disaient le contraire. Linda s'approcha de moi, ses doigts effleurant ma joue, dans un geste d'une intimité troublante. Son expression s'adoucit, comme si elle croyait sincèrement faire une demande raisonnable. « Je sais que papa n'approuve pas mon style de vie, dit-elle d'un ton presque conspirateur. C'est pour ça qu'il voulait quelqu'un comme toi, honnête, travailleur, fiable. » Elle s'accroupit, son visage à quelques centimètres du mien, sa voix se réduisant à un murmure. C'était à la fois suppliant et résolu. Et je comprends. Vraiment. Je t'aime, mais je ne peux pas renoncer à mon plaisir. Ce serait tellement patriarcal. Ces mots me frappèrent comme un coup de massue, chacun plus absurde et incompréhensible que le précédent. J'avais envie de crier, d'exiger des réponses, de la supplier d'arrêter, mais le bâillon dans ma bouche transforma mes protestations en simples grognements étouffés, un bruit de fond pathétique à son monologue. J'ai besoin de ça, dit-elle d'un ton presque désolé, bien que ses yeux brillaient d'une conviction troublante, s'il vous plaît, comprenez. Avant même que je puisse commencer à assimiler ses paroles, elle se détourna de moi et se dirigea vers les hommes. Ce qui se passa ensuite dépassa tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes pires cauchemars. Juste devant moi, elle commença à se déshabiller avec une grâce presque cérémonielle, comme si c'était sa façon d'affirmer son contrôle. Un par un, les hommes se rapprochèrent et ce qui se déroula fut une scène de pure débauche, une horrible démonstration d'intimité et de trahison qui me laissa paralysé. J'étais assise là, attachée à la chaise, l'esprit submergé par un tourbillon d'incrédulité et d'émotions brutes et non traitées. Chaque fibre de mon être me hurlait de détourner le regard, de fermer les yeux, d'échapper au cauchemar qui se déroulait sous mes yeux. Mais je ne pouvais pas. J'étais piégé, physiquement et émotionnellement, forcé d'assister à l'impensable. Les sons étouffés de mes protestations bâillonnées étaient engloutis par la pièce,
noyé par la symphonie grotesque de la réalité tordue de Linda. Chaque instant qui passait me semblait une éternité, une lente et pénible descente dans un monde que j'avais du mal à comprendre. La femme que je croyais connaître, celle avec qui je venais de me promettre de passer le reste de ma vie, avait disparu, remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Et tandis que j'étais assis là, impuissant et brisé, une pensée résonnait dans mon esprit, comment en était-on arrivé là? Je n'arrive pas à exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, et je ne le comprendrai peut-être jamais complètement. Mais une chose est sûre, quelque chose en moi s'est brisé en morceaux qui ne me semblaient plus familiers. Ce faisant, quelque chose d'autre a commencé à prendre racine à sa place. C'était froid, sombre et cela grandissait à une vitesse alarmante, plus vite que je ne pouvais même pas le comprendre, plus vite que Linda ne changeait de position avec les hommes devant moi. J'étais assis là, figé, le corps raide et l'esprit vide, submergé par des émotions trop vives et chaotiques pour être affrontées. Chaque parcelle de mon être me criait de donner un sens à ce qui se passait. Mais je ne pouvais que fixer la scène, incapable de bouger. Quand ce fut enfin terminé, Linda s'approcha lentement de moi, comme si de rien n'était. Elle retira le bâillon de ma bouche d'un geste presque tendre, d'une voix douce mais ferme. « S'il te plaît, dit-elle, ces mots chargés de droit. Tu es mon mari, tu dois prendre soin de moi et accepter cela. » Je la fixai, la poitrine serrée, l'esprit en un tourbillon de fureur, de chagrin et d'incrédulité. Chaque mot que je voulais dire était coincé au plus profond de moi, trop empêtré dans l'émotion pour former quelque chose de cohérent. J'avalais tout, sentant le poids de tout cela m'écraser. Finalement, j'y parvins. Les seuls mots que je pus trouver, me détachaient. Elle hocha la tête, presque comme si elle croyait que j'accepterais ce qui venait de se passer, comme si j'allais l'accepter d'une manière ou d'une autre. Sans un mot, elle détacha les cordes, me libérant de la chaise. Puis, se détournant sans un second regard, elle entra dans la salle de bain, sa silhouette disparaissant derrière la porte tandis qu'elle commençait à prendre une douche. Je me levai lentement, le corps raide et l'esprit en ébullition, submergé par un mélange d'incrédulité et un sentiment croissant de froide détermination. La pièce était étrangement silencieuse. Maintenant, les trois hommes étaient partis, leur présence un écho persistant qui ne faisait qu'intensifier le poids de ce qui s'était passé. Je savais qui ils étaient, des visages, des noms, tout. Et à cet instant, une vague de lucidité me frappa. Je savais exactement ce que je devais faire. Ensuite, je me frottais les poignets, la peau à vif et meurtrie par l'abrasion des menottes. La douleur s'intensifiait à chaque contact, mais étrangement, au lieu d'inconfort, un sentiment tordu de satisfaction m'envahit. Les marques me rappelaient ce que j'avais enduré, et elles me rappelleraient la revanche à venir, une revanche lente, réfléchie et plus que satisfaisante. Je n'hésitais pas. Je commençai à préparer mes affaires, avançant avec une précision méthodique. Mon esprit bouillonnait déjà de plans et de stratégies, chaque pas me rapprochant de ce qui devait arriver. La voix de Linda, avec ses supplications creuses, n'avait plus aucun poids à mes oreilles. Elle était distante, désormais insignifiante face à la tempête qui grondait en moi. Je n'étais plus l'homme qui tolérerait la trahison. J'étais quelque chose de plus sombre, de plus froid, et dans le silence de cette pièce, je commençais à me préparer au jugement qui allait se dérouler. En sortant de la pièce, mon téléphone vibra sans cesse dans ma poche. Le nom de Linda apparut sur l'écran, accompagné d'un déluge de textos frénétiques. Elle ne s'excusait pas, loin de là. Non, elle suppliait, ne le dis pas à papa. Un message suppliait, un autre suivit presque immédiatement, s'il te plaît, on peut arranger ça, mais tu ne peux pas lui dire. Je ne répondis pas encore en tout cas. Elle voulait garder son père dans l'ignorance et pour l'instant j'étais prêt à lui rendre service, non par pitié, mais parce que ce n'était pas le bon moment. Lui dire maintenant serait trop facile, trop commode. Ce serait une réaction rapide et simple, et ça ne m'intéressait pas. Je choisirais quand et comment tout s'écroulerait sur elle, et ce serait à mes conditions, pas aux siennes. Je me dirigeais vers l'hôtel où nous avions réservé notre lune de miel. L'atmosphère était surréaliste. Je traversais le hall, mes mouvements calmes et délibérés, faisant comme si tout était normal, comme si rien ne venait de briser mon monde. La réceptionniste m'accueillit avec un sourire, m'enregistrant sans hésitation. Je savais qu'elle avait déjà informé Linda de mon arrivée et ça me convenait parfaitement. Je voulais qu'elle sache exactement où j'étais, ce que je faisais. Il ne s'agissait plus de la chambre d'hôtel. Il s'agissait de lui envoyer un message pour lui faire savoir que je n'étais plus l'homme qu'elle pensait. J'ai pris la carte magnétique des mains de la réceptionniste,
j'ai hoché la tête poliment et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Le bourdonnement de mon téléphone résonnait encore dans ma poche. Je n'étais pas pressé de répondre. J'aurai tout le temps pour ça plus tard. Pour l'instant, j'allais laisser le silence parler. Linda n'a pas mis longtemps à faire son apparition. Moins d'une heure plus tard, la porte de ma chambre d'hôtel s'est ouverte et elle est entrée en trombe, le visage rouge d'une énergie à la fois anxieuse et impatiente. Son regard a balayé la pièce, se posant sur moi presque immédiatement. Un sourire soulagé a illuminé son visage. Quand elle m'a vu là, j'ai su que tu changerais d'avis, dit-elle d'une voix mêlée d'assurance et de soulagement, je t'aime et je savais que tu comprendrais que ce n'était qu'un moment de plaisir pour moi. C'est ce dont nous avions tous les deux besoin, n'est-ce pas? Ses pas étaient assurés tandis qu'elle s'avançait vers moi, les bras grands ouverts, impatiente de réduire la distance et de me serrer dans ses bras. Mais je n'étais pas encore prêt à être enlacé. Je suis resté immobile, le corps immobile, et tandis qu'elle s'approchait, j'ai posé fermement mes mains sur ses épaules, l'arrêtant net. Son sourire s'estompa légèrement, sa confiance cédant la place à une brève lueur de confusion dans ses yeux tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Je la fixai d'un ton calme mais inflexible. Tu as établi des règles dans ce mariage, commençai-je. Mes mots étaient mesurés, chacun pesant avec une intention lourde. Mais maintenant, c'est à mon tour d'établir les règles. Les choses vont changer. Linda marqua une pause, son regard se rétrécissant légèrement. Elle pencha la tête. Son assurance d'avant n'avait pas vraiment faibli, mais elle était maintenant mêlée d'une pointe d'incertitude. Elle essayait de me lire pour comprendre ce que je voulais dire, mais au fond d'elle, elle sentait que quelque chose avait changé. Je voyais les rouages tourner dans sa tête, mais pour la première fois depuis longtemps, je savais qu'elle n'était pas tout à fait sûre de ce que cela allait mener. D'abord, j'ai commencé, tu filmeras chacune de tes séances. Je veux savoir exactement ce que tu fais et avec qui. Elle a froncé les sourcils, mais elle a hoché la tête, son sourire toujours présent. Ensuite, j'ai continué, tu feras un test IST tous les 15 jours et tu me fourniras un rapport sans erreur, sans exception. Elle a cligné des yeux, l'air indéchiffrable, mais elle n'a rien dit. Troisièmement, ai-je dit en m'approchant, tu seras disponible quand je le voudrai. Mes désirs passeront en premier et aucun de tes amants n'obtiendra quoi que ce soit de toi avant moi. Son sourire s'est élargi, comme si elle y voyait un compromis. Et enfin, j'ai ajouté d'un ton sec, tu me confieras toutes tes finances, jusqu'au dernier centime. Je ne peux pas te confier l'argent, alors je te donnerai de l'argent de poche chaque semaine. Elle a hésité un instant, puis a souri de nouveau, comme si ces conditions n'étaient qu'un léger désagrément. Je peux le faire, a-t-elle dit d'une voix ferme. Je la fixai, le visage indéchiffrable. Puis, avec un calme glacial, je dis, bien. Maintenant, tu peux retourner auprès de ton amant qui t'a accompagné pendant ce voyage. J'aurai besoin de ce rapport d'examen avant de te voir. Dès que Linda quitta la chambre d'hôtel, je pris une grande inspiration et m'affalai sur le lit. Mon esprit réfléchissait déjà aux prochaines étapes. J'avais besoin de contrôle, non pas sur elle, mais sur ma propre vie et sur la façon dont je la dirigerais. À partir de ce moment, je me suis investi dans mon travail avec une concentration renouvelée, passant plus de temps au bureau et moins de temps à la maison. Le monde de plaisir de Linda devint sa priorité, et le mien, la construction d'un empire. Après cette nuit fatidique, je me suis fait un devoir de ne pas coucher avec elle. Elle m'apporta son premier rapport d'examen 3 semaines plus tard, tout sourire, pensant que c'était suffisant pour me conquérir. Mais ce n'était pas le cas. Je jetai un coup d'œil au papier et le lui rendis. Ce n'est pas assez récent. Dis-je froidement, j'ai besoin du dernier rapport. Tu connais les règles. Et comme ça, je l'ai renvoyé. Presque 2 mois se sont écoulés sans aucune intimité entre nous. Honnêtement, ça ne me dérangeait pas. Je n'avais jamais été le genre de gars à penser au sexe tout le temps, même avant sa trahison. J'étais un air dans l'âme, plus à l'aise avec les chiffres et les stratégies qu'avec le chaos émotionnel que Linda avait apporté dans ma vie. Mon travail me tenait occupé, tout comme mes projets. Chaque fois qu'elle venait me voir avec un nouveau rapport sans tâche, je m'assurais qu'un voyage d'affaires soit programmé le jour même. C'était devenu une habitude, qu'elle ne remettait jamais en question. Pourquoi le ferait-elle? Elle se rassasiait de ses amants, et moi, je prenais mes distances. Et maintenant, ses 3 premiers amants? Eh bien, ils sont tous morts. Le premier des amants de Linda a trouvé la mort dans ce que les autorités ont qualifié de tragique accident de voiture. Tard dans la nuit,
sa voiture a inexplicablement dévié d'une route droite et bien éclairée et a percuté un arbre avec une violence dévastatrice. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de dérapage ni de freinage, ce qui les a amenés à conclure qu'il avait dû s'endormir au volant. Mais certaines particularités étaient incongrues. D'abord, il était connu pour éviter de conduire tard le soir, préférant appeler un service de voiturier après avoir bu, une habitude qu'il suivait religieusement. Pourtant, ce soir-là, pour des raisons que personne ne pouvait expliquer, il a choisi de conduire seul. Ceux qui le connaissaient sont restés perplexes, mais l'affaire a été classée sans suite. La mort du deuxième amant a été attribuée à une overdose accidentelle, un mélange mortel d'analgésiques et de cocaïne. Le rapport officiel l'a décrite comme une erreur de calcul tragique. Pourtant, ses proches étaient sceptiques. S'il était connu pour ses excès de fête, il avait la réputation d'être méticuleux quant à ses limites. Presque obsessionnel, il évitait complètement les pilules, s'en tenant strictement à la cocaïne, et exprimait ouvertement son dédain pour les mélanges de substances. Les circonstances de sa mort étaient encore plus suspectes. Les caméras de sécurité de son complexe d'appartements haut de gamme, normalement en parfait état de fonctionnement, avaient mystérieusement défavorisé la nuit en question. Il n'y avait aucun témoin, aucune preuve supplémentaire, juste un corps et un rapport de toxicologie. La mort du troisième amant a été jugée suicide, bien que les détails aient soulevé plus de questions que de réponses. Il aurait sauté d'un grand bâtiment. Ses actions attribuées à une longue bataille contre la dépression. S'il était vrai qu'il avait lutté avec des problèmes de santé mentale, les plus proches de lui ont insisté sur le fait qu'il avait progressé. Il avait récemment commencé la thérapie et avait exprimé son optimisme à propos de l'avenir. Ce qui a rendu sa mort particulièrement étrange, c'est l'emplacement. Le bâtiment n'était pas lié à sa vie de manière perceptible. Il n'y a pas vécu ni travaillé, et il n'avait aucun associé connu dans la région. Des témoins l'ont décrit comme étrangement calme alors qu'il entrait dans le bâtiment et se dirigeait vers le toit. Pour compliquer davantage les choses, sa voiture a été retrouvée stationnée d'une manière qui a bloqué l'accès aux intervenants d'urgence. L'ambulance a perdu des minutes critiques en essayant de manœuvrer autour de l'obstruction, retardant leurs efforts pour l'atteindre. Chaque mort était unique, tragique et apparemment indépendante, mais les particularités qu'il est entourent ont peint une image plus sombre et plus délibérée. Des coïncidences, peut-être, des coïncidences tragiques, malheureuses, mais quand vous les alignez comme ça, eh bien, même moi, je dois l'admettre, cela semble suspect. Croyez-moi, cependant, je n'avais rien à voir avec ça. C'est du moins ce que vous auriez approuvé. Linda, comme prévu, n'a pas laissé l'absence de son trio d'origine atténuer son esprit. Elle a trouvé des remplacements rapidement, 3 nouveaux amoureux qui semblaient trop impatients pour entrer dans les rôles laissés vacants. J'ai regardé de loin, détaché et calculant, alors qu'elle portait oblive à la tempête tranquille se préparant derrière mon comportement calme. Pendant ce temps, papa, le plus cher Kenneth Johnson, ne se débrouillait pas si bien. L'âge avait commencé à le rattraper et sa santé a commencé à vaciller. Non, ne me regarde pas comme ça. Je n'avais rien à voir avec son état de baisse. Je me suis même mis en 4 pour montrer ma loyauté quand il a exprimé son rêve à vie de visiter le Japon. J'ai personnellement organisé le voyage, garantissant que chaque détail était parfait. Il avait toujours voulu essayer Authentic Fugu, le tristement célèbre Delicifish et je l'ai fait. Le chef a été autorisé, expérimenté et fortement recommandé. Papa a savouré le repas, me félicitant même pour l'effort. J'ai souri, joué le gendre parfait et j'ai veillé à ce qu'il ait eu l'expérience japonaise complète. Mais peu de temps après que sa santé ait empiré. Il s'est retrouvé à l'hôpital, fragile et connecté aux machines, sa présence autrefois commandante a réduit à une ombre de lui-même. Un jour, j'ai reçu un appel de sa part. Il voulait une réunion privée. Il avait l'air fragile assis là dans ce petit lien de l'hôpital, ses paroles étaient nettes et claires, ma fille est une chienne menteuse et tricheuse d'une femme. Si c'était son mari, je l'aurais enterré à 6 pieds sous sa grave deuil. Il cracha sa voix rauque mais remplie de vérité amère. Ce n'était pas la première fois que je l'avais entendu parler mal de Linda, mais en entendre venir de lui dans un état aussi vulnérable se sentait différent. Il avait toujours été le patriarche, l'homme qui a tout construit, et ici, vers la fin de sa vie, a jeté un jugement sévère sur la personne même qu'il espérait autrefois être son héritage. Il s'arrêta, regardant par la fenêtre un instant avant de continuer, « Mais c'est ma fille unique », il murmura, comme pour justifier sa prochaine décision. Je vous ai transféré 60% de mes actifs, 40%. Les mots m'ont frappé comme un tonnerre, 60% à Linda, 40% pour moi.
Je ne savais pas être reconnaissant ou en ressentiment, reconnaissant parce que les chiffres étaient toujours généreux, mais rancunique parce que cela ne changerait jamais la façon dont j'ai vu Linda ou comment j'avais prévu de continuer. Ensuite, presque comme si au bon moment, un avocat entra dans la pièce, les papiers à la main, et Linda suivit de près derrière lui. Elle portait son masque habituel, ses yeux froids et calculants. Nous avons tous signé les papiers, sans se dire un mot. C'était une simple formalité, maintenant, une transaction finale entre nous. Une fois que l'avocat est parti, Kenneth se pencha en arrière dans son lit, sa respiration est superficielle. Il s'est tourné vers moi. Je me suis ramolli avec un étrange mélange de regret et d'affection. Prenez soin de ma fille, dit-il, sa voix à peine un murmure. Elle a besoin d'un homme comme toi. Et avec cela, il ferma les yeux, me laissant dans la pièce avec un poids que je n'avais jamais prévu. Puis il est décédé le lendemain matin, 3 semaines plus tard. Une fois les funérailles finalement terminées et que tous les proches avaient envoyé leur salut, la maison se sentait étrangement silencieuse. L'endroit était plein de riches, tous portant leur sourire poli, offrant des condoléances dans leur meilleure voix d'entreprise. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait vraiment à huis clos, aucune idée de la vérité amère qui s'était déroulée dans ma vie. Mes parents ne pouvaient pas se rendre aux funérailles, ce qui concerne un problème avec leur vol. Ce n'était pas la première fois qu'il manquait quelque chose d'important. Ils n'avaient pas non plus assisté à mon mariage, celui que je pensais serait le début de quelque chose de parfait. Mais non, ils ne pouvaient même pas être dérangés de se présenter pour cela. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir une piqûre au fond. Il ne s'agissait pas des funérailles ou du mariage spécifiquement, mais plus sur la façon dont ils avaient toujours été absents quand cela importait le plus. Leur absence. Dans ces moments, il a frappé plus fort que je ne le croyais à admettre que c'est moi. Après les funérailles et que toutes les charades s'étaient installées, j'ai appelé Linda. Elle avait les mains pleines, rebondissant entre ses amants, sa vie, un carrousel sans fin de distractions. Le travail était la dernière chose dans son esprit, et nous le savions tous les deux. J'ai donc suggéré, de la manière la plus calme et la plus composée que je pouvais rassembler, que comme elle n'assisterait pas au bureau et serait occupée avec sa foule habituelle, quelqu'un devait intensifier et prendre des décisions pour elle au travail. Je lui ai dit que cela était logique pour elle de signer la procuration pour moi afin que je puisse prendre en charge le côté commercial des choses en son absence. L'idée semblait la convenir très bien. Elle n'a pas hésité. Elle a signé les papiers sans une seconde pensée, probablement plus préoccupée par son prochain rendez-vous qu'autre chose. Je l'ai regardée détacher en passant par les mouvements de mettre son nom sur la ligne pointillée. Une fois qu'elle a fini, elle se leva, me faisant clignoter ce sourire froid et calculé, et sorta sans un autre mot, désireux de rencontrer l'amant numéro 4. 5 semaines plus tard, je faisais le dernier de mes sacs lorsque Linda est arrivée, son auto habituelle dans la pièce comme si rien n'avait changé. Elle a remarqué mes sacs et m'a demandé si j'allais faire un autre voyage. Linda se dirigea dans la pièce, ses talons en cliquant sur le sol. Exudant son air de confiance habituel, elle s'est arrêtée brusquement lorsqu'elle a remarqué mes sacs près de la porte. A demandé un autre Tritch, son ton clair mais curieux. Je l'ai regardé. Mon expression illisible. Je pars, j'ai répondu uniformément, mais pas en voyage. Ses sourcils se sont tricotés de confusion, partir. Où allez-vous avoir permis à un petit sourire narquois de jouer sur mes lèvres, vers une destination inconnue? Sa tête jusqu'au bout et un sourire ironique traversa son visage. Destination inconnue, eussé-je aussi mes sacs? Je gloussai doucement, secouant la tête. Non, Linda, vous devez rester ici pour signer quelques papiers supplémentaires. Elle faisait écho à un scintillement d'incertitude glissant dans sa voix. Oui, j'ai dit mon ton décontracté. La banque reprend cet appartement et ils auront besoin de votre signature. Sa confusion s'est approfondie et sa voix se leva légèrement. Pourquoi la banque prendrait-elle le contrôle de cet appartement à rencontrer son regard, mon calme inébranlable? Parce que j'ai contracté une hypothèque dessus. J'ai expliqué avec facilité et je n'ai pas l'intention de le rembourser. Elle m'a regardé. Son visage un mélange d'incrédulité et d'irritation. Alors qu'est-ce que nous passons maintenant à la place de mon père? Laissons échapper un petit rire, secouant à nouveau la tête. Non, Linda, ce ne sera pas une option. Ses yeux se plissèrent, les soupçons grandissant. Pourquoi Naughty se pencha légèrement en arrière, savourant le moment. Parce que j'ai vendu la maison de votre père la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle a cassé? Sa voix s'élevant de choc et de colère. Je me tournai pour lui faire face,
rencontrant pleinement son regard avec une résolution glacée. Ma voix est restée stable, presque décontractée. Oui, Linda, j'ai vendu la maison de votre père, la société et tous les stocks que nous possédions. L'expression de Linda scintillait entre le choc et quelque chose qui ressemble au triomphe. Demandons donc Richèche avec impatience, ses yeux brillants de cupidité, comme si la pensée de l'argent pouvait effacer tout le reste. J'ai hoché la tête, un sourire narquois se propageant sur mon visage, un sourire narquois destiné à briser les illusions auxquelles elle s'accrochait encore. Waouh, elle respira clairement, savourant les possibilités qui tournaient dans son esprit. Ensuite, avec une désinvolture qui m'a fait tourner l'estomac, elle a ajouté, ayons des relations sexuelles et célébrons. Nous n'avons pas eu de relations sexuelles depuis le jour où nous nous sommes mariés. Ces paroles étaient suspendues dans les airs, tranchantes et coupures, un rappel brutal de la façon creuse et transactionnelle de notre mariage. Je me suis détourné d'elle, mon expression durcissant, vous ne m'avez pas donné de rapport de MST au cours des 4 dernières semaines. Dis-je catégoriquement, ma voix est froide comme de l'acier. Donc non merci, je préfère utiliser mes mains ou, mieux encore, je paierai quelqu'un d'autre pour les services, comme je l'ai fait depuis quelques mois. Le silence qui a suivi a été brève mais assourdissante, la tension épaisse et suffocante. Puis vint l'explosion inévitable que j'attendais. Vous payez pour des relations sexuelles, grognatait-elle, sa voix dégoulinant de fureur et d'incrédulité, ses mains serrées dans des poings serrés et ses yeux brûlés d'offres. Je me retournai pour lui faire face. Mon comportement calme, un contraste direct avec sa rage. Oui, j'ai répondu uniformément et j'ai payé en utilisant la carte de l'entreprise. Sa mâchoire tomba, son visage se déformant dans un mélange d'indignation et de dégoût. Vous avez payé des prostituées avec l'argent de l'entreprise qui est bon marché. Ces paroles, lassées de venin, auraient pu couler plus profondément si je n'avais pas déjà été engourdi à son hypocrisie. Au lieu de cela, j'ai laissé échapper un rire sec. Bon marché. J'ai répété mon ton accablé de moquerie. Linda, je n'ai suivi votre exemple. Après tout, pourquoi payer la loyauté alors que l'infidélité est tellement chère se dirigeait vers la grande chaise dans le coin, celle qui était devenue mon refuge silencieux, un endroit où je pouvais penser et planifier en solitude. Lentement, délibérément, je me suis assis, laissant le poids du moment s'installer. Je me penche en arrière. J'ai tremblé mes doigts devant moi, la fixant avec un regard froid et calculant. Ma voix était calme, mais chaque mot portait le poids de 1000 accusations. Non, mon amour, j'ai dit les mots dégoulinants de dédain glacé. Ce n'est pas bon marché. Je laisse le silence pendre un instant, la regardant se tortiller alors qu'elle prévoyait le reste. Ce qui est bon marché, mon ton qui pousse encore plus froid, est de transformer votre corps en marchandise, vendant vos cassettes sexuelles en ligne pour faire un profit, pour tapisser vos poches avec l'argent que vous appréciez clairement plus que toute autre chose. Son visage drainé de couleur, ses lèvres se séparant dans un silence stupéfait. Mais avant qu'elle ne puisse parler, j'ai levé la main, lui signalant de se taire. Non, laissez-moi vous montrer à quel point je suis prêt à aller, dis-je, ma voix maintenant venimeuse, chaque mot délibérément lent et tranchant, la tension dans la pièce épaississant à chaque syllabe. Je me suis assuré que vos 3 amoureux ont été envoyés en enfer. Ce n'était pas difficile. Remplacez-les par des hommes, je fais confiance aux hommes qui feraient exactement ce dont j'avais besoin. De cette façon, je pouvais garder mon emprise sur vous tout en vous assurant que vous avez attrapé toutes les MST que la science pourrait identifier. Ses yeux s'écarquillèrent dans un mélange d'horreur et d'incrédulité, mais elle est restée gelée, ses lèvres tremblantes. Un carquois subtil dans ses mains, trahissant sa tentative de maintenir le contrôle. Je me penchai plus près des mots, laissant ma bouche froide et précise. Mais ce n'est même pas le pire, Linda. Le vrai bon marché de tout cela réside dans ce pourquoi vous avez vendu votre âme. Chaque centime de la vente de vos vidéos est allé directement dans votre compte, chaque centime. Je laisse ça couler un instant, mon regard inébranlable. Considérez-le mon cadeau de séparation à vous. Son visage se tordit en un masque de fureur. Mais il y avait autre chose dans ses yeux maintenant, la peur. Peur qu'elle ne s'attendait pas, craignait qu'elle commence à comprendre la profondeur de sa propre trahison. Toi, elle balbutia, sa voix, à peine un murmure. Vous quittez May levée lentement, le mouvement délibéré et domina sur elle, ma présence jetant une ombre. Ma voix tomba plus bas, tranchante comme une lame, coupant le silence. Oui, Linda, je pars. Vous avez détruit ce mariage de toutes les manières imaginables, vos mensonges, votre trahison, votre ambition vide. C'est plus de réparation.
Il ne reste plus rien ici pour moi, plus. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant alors que je faisais face à Linda, sa forme tremblante toujours devant moi. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait ensuite. Je ne voulais rien de tout cela. J'ai commencé, ma voix plus douce maintenant, mais toujours ferme avec le poids de la vérité. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était une vie normale, une vie simple, une femme en qui je pouvais faire confiance, quelqu'un qui me soutiendrait, quelqu'un avec qui je pourrais construire un avenir. Je voulais l'amour, la stabilité, le genre de vie que les autres tentent pour acquis, une maison où je pourrais revenir à la paix à la fin de la journée, pas au chaos et à la trahison. Je me suis arrêté en regardant sa réaction. Elle était silencieuse, mais je pouvais voir la culpabilité scintiller dans ses yeux, la prise de conscience qu'elle était la cause de tout ce qui s'effondre. J'ai travaillé mes fesses pendant des années à construire tout ce que j'ai. J'ai continué ma voix à gagner de la force lorsque les mots coulaient, 6 personnages, une maison, une voiture, tout ce qu'il ne m'a pas été remis. Je me suis battu pour tout ce que j'ai, tout en rêvant d'une vie avec quelqu'un qui le partagerait avec moi. Et que puis-je obtenir dans la femme de retour qui ment, triche et déchire tout ce que j'ai travaillé si dur pour créer? Je me rapprochais, mes yeux se verrouillant sur les siens. Si je vous avais quitté il y a des années, j'aurais tout perdu, ma carrière, ma position, tout ce que j'ai construit. Si je vous avais divorcé, vous et votre père vous auriez tout pris, avec votre égoïsme et vos jeux. Je devais jouer, garder le silence parce que je ne pouvais pas me permettre de tout perdre. Ses yeux s'écarquillèrent, les réalisations se rendant lentement sur elle. Mais je ne me suis pas arrêté. Mais maintenant j'ai ce dont j'ai besoin, l'argent, le contrôle, l'avenir. Tout ce que j'ai sacrifié est le mien maintenant et j'ai fini. Je ne vais plus continuer à faire semblant. Je ne vais pas rester coincé dans une relation où mes rêves, ma vie sont juste quelque chose à piétiner pour votre propre gain. J'ai jeté un dernier coup d'œil à son sentiment. Plus de pitié, plus de colère, juste froid, détachement calculé. Je voulais une vie avec toi, Linda, mais tu as assuré que cela n'arrivera jamais. Il est temps pour moi de m'éloigner, et cette fois je prends tout avec moi. J'ai regardé soigneusement le visage de Linda, notant le scintillement de la confusion alors qu'elle essayait de traiter mes mots. Le silence dans la pièce était épais et je savais qu'il était temps pour la révélation finale. Pensez-vous vraiment que votre père est mort de poisie a demandé, ma voix calme mais avec une finalité étrange. Non, Linda, ce n'était pas le poison, ce n'était même pas sa santé. Votre père est mort d'un cœur brisé et je m'en suis assuré. Son visage s'écoulait de couleur, ses lèvres se séparant comme pour parler, mais je levai une main pour la faire taire. Vous voyez, quand nous sommes allés au Japon, je n'ai pas simplement organisé son voyage parfait. Je me suis assuré qu'il avait l'expérience parfaite. Je me suis assuré qu'il savait tout. J'ai fait un pas de plus, en regardant que sa confusion se déplace vers la crainte, le Fukuta n'était pas le point culminant de son voyage. Non, ce qui l'a vraiment brisé, c'est quand je lui ai montré vos vidéos, ces petits j'aime, ce que vous pensiez être, pour mes observations, psychiques. Je me suis assuré qu'il a tout vu. Le souffle de Linda le prit dans sa gorge tandis que ses yeux s'écarquillaient d'incrédulité. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais je la coupe à nouveau. Ce n'était pas seulement moi. Vos partenaires commerciaux japonais, des gens en qui vous pensiez pouvoir faire confiance, des gens qui vous considéraient comme rien de plus qu'une blague, connaissaient votre carrière. Ils ont fait des blagues à ce sujet, Linda. Ils ont ri à vos dépens, à la femme que vous êtes devenue. Et je me suis assuré qu'il entendit chaque mot. Son visage se tordit d'horreur, les larmes qui commencent à se former comme la réalité de ce que je disais ont commencé à s'installer. Il ne savait pas jusque-là. J'avais tout réglé parfaitement. Je me suis assuré qu'il avait toutes les informations à la fois, en un coup écrasant. Sa fille, la femme qu'il aimait et élevait, n'était rien d'autre qu'une marchandise à vendre, une blague devant des gens qui n'avaient aucun respect pour elle, aucun respect pour lui ou pour sa famille. J'ai regardé son cœur se briser. Je m'arrêtai un instant, laissant les mots s'enfoncer. Tout le corps de Linda tremblait maintenant, ses larmes coulant sur son visage. Mais je m'en fichais. C'était le moment que j'attendais. Vous pensez qu'il est mort à cause de l'empoisonnement? Non, il est mort parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de ce que vous étiez devenu. Il ne pouvait pas vivre avec la honte, et je me suis assuré qu'il ne le faisait pas. J'ai tout orchestré. Il est mort d'un cœur brisé, Linda, et je me suis assuré qu'il l'a fait. Je me suis reculé, laissant le poids de mes mots se bloquer dans l'air. Les genoux de Linda se sont bouclés et elle s'est effondrée sur la chaise derrière elle,
ses sanglots remplissant la pièce. Maintenant, vous savez, dis-je doucement, en vous tournant pour partir, la seule chose dans laquelle vous avez vraiment été bien est de détruire tout ce que vous touchez, et j'en ai fini avec vous. Les mots étaient suspendus dans les airs, finaux et irrévocables. Son souffle était attelé en réalisant la vérité, son monde s'effondrait et il n'y avait personne pour l'attraper. Cette fois, elle croisa les bras, essayant de projeter le défi, bien que je puisse voir le tremblement dans ses mains. Sa voix était nette, mais la colère était forcée. J'appellerai les flics sur vous. Elle cracha, ses yeux, se rétrécissant avec un mélange de désespoir et de rage. Vous irez en prison pour cela. J'ai légèrement incliné ma tête, laissant échapper un rire froid et sans humour qui résonnait dans le silence tendu. Allez-y, j'ai répondu, ma voix aussi venimeuse que les mots qui ont suivi. Appelez les flics. Mais avant de le faire, laissez-moi vous dire autre chose. Elle ne parlait pas, mais je l'ai vue affaissée, sentant que quelque chose de pire arrivait. L'un de vos amoureux, j'ai continué à savourer le poids de mes mots, a été de collecter de l'argent des deux autres pour vos services. C'est vrai, Linda. Il vous promptait et vous ne le saviez même pas. Mais il déposait de l'argent sur votre compte, donc vous êtes payé pour la prostitution. Ses yeux s'élargissent, ses lèvres se séparant alors que le choc s'inscrivait. Ses bras tombèrent sur ses côtés et pendant un moment, il semblait qu'elle avait du mal à respirer. Le défi a disparu, remplacé par quelque chose de brut et de vulnérable. Si vous impliquez les flics, j'ai dit ma voix froide et finale, je m'assurerai que toute l'histoire sort, pas seulement pour vous, mais aussi à propos de vos amoureux. Trafficking immoral, Linda, vous et votre petit entourage. Vous serez une sensation Internet. Riche, ou cœur de père, fille. Elle recula, la réalité de mes paroles s'enfonçant comme un coup à l'estomac. Son combat s'est épuisé d'elle, ne laissant qu'une expression creuse. Des larmes jaillissaient dans ses yeux, sa lèvre inférieure tremblant alors que son visage se tordit d'humiliation et de peur. Sans d'autres mots, elle s'est effondrée sur le canapé, sanglotant de façon incontrôlable. Ses épaules tremblaient le poids de tout ce qui s'écrase sur elle, mais je suis resté impassible. C'était la fin. Je me suis retourné et je suis parti, chaque étape délibérée, la laissant brisée et pleurant, ses sanglots faisant écho dans la pièce vide. Alors que je sortais de la porte, j'ai ressenti un étrange sentiment de liberté. Le chapitre a été fermé et je ne regardais pas en arrière. La ventilation de Linda a été lente au début, une fissure fragile à son extérieur qui s'est élargie chaque jour qui passe. C'était une perte de contrôle, son monde se désintégrant alors que le poids de mes révélations l'écrasait. Elle avait cessé de parler à n'importe qui et vivait dans un petit appartement au centre-ville. Elle a cessé d'essayer de se battre, a cessé de faire semblant. Elle était tout sauf brisée. La paille finale a été quand je lui ai dit que son père était mort, non pas d'un empoisonnement, mais de la vérité insupportable. Je lui avais montré ses vidéos, sa vie de célèbre étoile d'épices au Japon. C'était la dernière pièce du puzzle et cela la brisa complètement. Ses amants m'ont tenu informé de la situation et m'ont également dit qu'elle avait arrêté toutes les communications avec les amoureux. Mais elle parlait à son amant de proxénète. Elle était profondément dans la dépression et c'était mal. La situation s'est aggravée et, par pitié, je l'avais admise dans une maison de soins d'infirmiers privés. Un soir, après quelques semaines de spirale plus profondément dans le désespoir, j'ai reçu un appel téléphonique d'une des infirmières de la clinique privée dans laquelle elle séjournait depuis un mois. Sa voix était stable, mais l'urgence en dessous était claire. « Monsieur Matthews, vous devez venir ici. Nous l'avons trouvé. » Je pouvais entendre la panique dans sa voix alors qu'elle expliquait que Linda avait tenté de se suicider, à couper les poignets dans un dernier acte de défi ou peut-être à la recherche d'évasion. Je n'ai ressenti aucun chagrin, pas de chagrin, seulement un détachement froid. Ce fut le résultat inévitable d'une vie construite sur des mensonges et de la trahison. Je suis arrivé à la clinique pour trouver Linda inconsciente, pâle et connectée aux quatre. Son corps, une coquille fragile. La vue d'elle brisée et pathétique n'a pas fait peu de choses pour susciter l'empathie en moi. Le médecin m'a informé qu'elle était en vie, mais ce serait une longue route à venir. Son esprit s'était cassé, fracturé au-delà de la réparation. Les médecins m'ont averti qu'il n'y aurait pas de retour. Linda, dans son état fragile, avait complètement perdu son équilibre mental. J'ai pris une décision ce jour-là. Ce n'était pas une gentillesse, ce n'était pas la miséricorde, c'était le contrôle. J'ai payé les médecins avec une somme lourde, en veillant à ce qu'ils la garderaient là dans l'asile mental, enfermée et sous sédation.
Je leur ai demandé de la surveiller attentivement pour s'assurer qu'elle n'a jamais retrouvé la force de partir. Chaque mois, sans faute, j'ai assuré que les paiements n'arrivaient pas, un rappel constant qu'elle resterait à leur garde, vivante mais pas libre. Pour le reste de sa vie, Linda serait une coquille de la femme qu'elle était autrefois, son esprit se brisait en plus de réparer. Elle ne quitterait jamais cette institution, son existence réduite à une vie calme et engloutie sous les yeux vigilants des médecins qui ont été payés pour la garder sous sédation et passive. Elle avait voulu le contrôle, avait tout exigé de moi, mais à la fin, c'est moi qui détenais le pouvoir. Et ce pouvoir, comme tout le reste de ma vie, est venu avec un coup. Un mois plus tard, je me suis assis dans mon bureau en examinant mes investissements et mes nouvelles entreprises. J'avais sécurisé tout ce que je voulais, le pouvoir, la richesse, le contrôle. Et Linda. C'était un souvenir distant et brisé, enfermé dans une pièce rembourrée, le reflet de l'épave qu'elle avait laissée. Je ne ressentais rien d'autre que peut-être la satisfaction.